Bon, Alexander, parlons de la situation avec l'Iran. Trump laisse entendre qu'il est prêt à se retirer, ou qu'il essaye de se retirer. Il a accordé une interview à Axios l'autre jour, et il a dit que les États-Unis minimisaient désormais le sujet. Ce sont les mots qu'il a employés. Oui, il cherche une porte de sortie, mais il veut aussi pouvoir déclarer victoire. Oui, le général Keane a dit la même chose. Oui, il y a quelques jours, un article de CNN sur Keane et la recherche d'une porte de sortie. Et Keane a même reconnu, ou du moins des sources proches de Keane, ont dit à CNN que ce que Trump cherche au final, c'est une façon de s'en sortir, mais qu'il doit déclarer victoire. Oui. Donc, si le détroit d'Ormuz rouvre, Trump crie-t-il victoire? Il semble que l'Iran pose de nouvelles conditions à la réouverture d'Ormuz, des conditions qui seront très difficiles à accepter pour la Maison-Blanche de Trump. Eh bien, vous avez dit, je crois que c'était il y a environ 2 semaines, peut-être même davantage, qu'un conflit ayant commencé à l'origine sous le prétexte du programme iranien d'enrichissement nucléaire est désormais devenu un conflit autour de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et nous le voyons de plus en plus. Les Américains ne parlent plus du tout d'enrichissement nucléaire. Cette question passe au second plan et finira peut-être par disparaître complètement, parce que bien sûr, la priorité stratégique, géopolitique et économique est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et nous avons répété, émission après émission, que les États-Unis n'ont pas les moyens de rouvrir de force le détroit d'Ormuz. En théorie, cela pourrait arriver. Déployer des centaines de milliers d'hommes pour combattre les Iraniens dans un pays très difficile, reprendre le littoral iranien, et rouvrir de force le détroit d'Ormuz de cette manière. Mais ce serait une opération massive. Elle laisserait malgré tout de très nombreux problèmes derrière elle. Et elle ne bénéficie d'aucun soutien politique au sein de la population américaine au sens large. De plus, les États-Unis manquent d'armes pour frapper l'Iran. Dans l'ensemble, les frappes contre l'Iran n'ont pas eu beaucoup de succès. Dans cette situation, les Iraniens gardent donc le contrôle du détroit d'Ormuz. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs émissions récemment où nous disions que les Iraniens n'allaient pas relâcher leur contrôle du détroit d'Ormuz pour le moment, parce que cela leur donne un moyen de pression. Pendant la période où le protocole d'accord était en vigueur, les États-Unis ont essayé de jouer un jeu ambigu avec les Iraniens. Cela n'a pas fonctionné dans la mise en œuvre. Cela faisait partie des termes du protocole d'accord, mais il s'agissait de tenter de faire passer les navires par le détroit d'Ormuz en longeant la côte omanaise, au sud. Les Iraniens ont fini par s'en apercevoir. Ils ont décidé que pour eux, c'était franchir une ligne rouge, parce que cela les privait d'un moyen de pression. Nous avons longuement parlé de tout cela dans les émissions précédentes. Les Iraniens ont réagi, et ils ont réagi durement. Les combats ont repris. Puis ils se sont arrêtés en raison de pénuries d'armes américaines. Et les Iraniens contrôlent toujours le détroit d'Ormuz. Comme cela leur donne un moyen de pression à ce stade, ils ne sont pas prêts à desserrer leur emprise. Et exactement comme nous l'avions encore prédit dans les émissions récentes, les Iraniens, ayant déjà été pris au piège auparavant, ayant vu comment les Américains interprètent avec beaucoup de désinvolture les termes du protocole d'accord, comment ils tentaient de faire passer clandestinement des navires par le détroit d'Ormuz, et ayant peut-être tenu compte des avertissements de la Russie, selon lesquels ce protocole d'accord risquait de devenir un accord de Minsk, insiste désormais sur le fait que tant que les Américains n'auront pas appliqué tous les termes du protocole d'accord, le détroit d'Ormuz restera fermé. Et maintenant, les Iraniens vont encore plus loin.
Ils disent qu'ils ont d'autres conditions supplémentaires qu'ils veulent imposer, ce qui reviendrait essentiellement à mettre fin à l'influence américaine dans cette partie du Moyen-Orient. Donc pour l'instant du moins, les États-Unis n'ont pas d'option militaire. Donald Trump dit vouloir temporiser. Il essaye de trouver un moyen de sortir de cette crise, mais il ne peut pas le faire facilement. Car à ce stade, les Iraniens refusent de lui accorder sa victoire, celle qu'ils cherchaient, parce qu'ils insistent pour maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Nous l'avons dit, nous en avons parlé. Nous avons parlé des récentes déclarations venant d'Iran, que les médias et les marchés ignoraient. Les Iraniens disaient qu'ils ne négociaient qu'avec Oman. Ils ne négociaient pas avec les États-Unis. Les Américains savent déjà ce qu'ils doivent faire pour remettre la situation sur les rails avec les Iraniens. Ils doivent appliquer les termes du protocole d'accord. Ils doivent obtenir que les Israéliens arrêtent au Liban. Ils doivent faire encore davantage que ce qu'ils ont déjà fait. Les marchés, une grande partie des médias, l'administration Trump semblaient tous supposer que lorsque l'Iran et Oman auraient conclu leur accord, le détroit d'Ormuz rouvrirait. Trump préparait manifestement le terrain pour cela. Il allait dire, une fois le détroit d'Ormuz rouvert, que c'était le résultat de son génie diplomatique. Et maintenant, il constate que les Iraniens ne le font pas. Il est donc pris au piège par sa propre duplicité et celle de son administration, en plus de toutes les autres folies que nous avons vues ces 7 derniers mois et qui l'ont conduit à ce point. Mais les États-Unis se reconstruisent et se réarment, bien sûr. Je veux dire, c'est quelque chose que l'Iran comprend évidemment, et que les alliés de l'Iran comprennent aussi, évidemment. Absolument. Mais c'est ça, oui, le danger pour les Iraniens. Plus le temps passe, plus le règlement de cette guerre tarde, et plus l'avantage des États-Unis s'érode. On peut comprendre la politique iranienne jusqu'à ce point. À l'heure actuelle, il est sans doute logique pour les Iraniens de maintenir fermé le détroit d'Ormuz. Mais comme nous l'avons dit dans de nombreuses émissions, notamment dans une récente, qui a suscité, je le sais, quelques réactions négatives, ce n'est pas la solution à long terme à leurs problèmes. Car tant que le détroit d'Ormuz restera fermé, tant que le conflit général entre les États-Unis et l'Iran ne sera pas résolu, tôt ou tard, les États-Unis reviendront et attaqueront de nouveau l'Iran. L'Iran doit élargir sa portée diplomatique. Il doit établir des relations avec des pays tiers comme la Chine et la Russie, afin de stabiliser son économie et de renforcer ses forces armées. Et cela devra forcément passer, à un moment donné, par l'acceptation de ce que veulent aussi ces pays, la réouverture du détroit d'Ormuz. La fermeture du détroit d'Ormuz donne à l'Iran un avantage très puissant à ce stade du conflit avec les Américains. Il est donc logique qu'il s'y accroche. Mais ce n'est pas une solution permanente à ces problèmes, seulement une solution temporaire. Et comme nous l'avons dit dans une émission récente, à long terme, cela pourrait même se révéler être un piège pour lui. Si l'on se fie aux déclarations de Trump à Axios et aux interviews qu'il donne, on a l'impression qu'il ne cherche pas à résoudre la guerre avec l'Iran. Non, il n'est pas vraiment intéressé par une résolution de cette guerre, par un accord sur le protocole d'accord et sa mise en œuvre, ni même par le fait d'aller plus loin pour parvenir à une sorte d'entente à long terme. Comme il l'a dit, il cherche à minimiser le sujet. Quand il dit quelque chose comme ça, moi, je l'interprète comme une volonté de laisser le conflit mijoter. Non pas de le résoudre, mais de le laisser mijoter pour pouvoir trouver une porte de sortie. Il pourra alors déclarer victoire, paraître fort et se présenter comme le grand négociateur. He can look strong and he can look like the great negotiator. And then when he exits,
Et puis, au moment où il s'en va, il laisse l'Iran à l'administration suivante. Voilà. Ça donne aussi aux États-Unis le temps dont ils ont besoin pour se réarmer et se reconstruire en vue de la prochaine frappe, de la prochaine vague d'attaques contre l'Iran. Je pense que la Maison-Blanche est en train de créer le récit suivant, une sorte de récit de plan B pour Trump. Ils espéraient que l'ouverture du détroit d'Ormuz serait sa déclaration de victoire. Pas la fin du conflit, mais sa façon de dire « D'accord, on a rouvert Ormuz. Maintenant, on peut faire une pause de 6 mois ou d'1 an, peu importe. Je peux quitter la scène, et ça sera transmis à l'administration suivante. » I can exit the scene and this gets passed to the next administration. Now they're moving to plan B, which is Maintenant, ils passent au plan B, c'est-à-dire que l'économie iranienne est en faillite. Elle s'effondre. Et voilà la victoire. Et il publie des messages sur Truth Social à ce sujet. Il a dit la même chose à Axios. Ils n'ont plus d'argent. L'économie s'écroule. Ils disent que Pezeshkian est lui aussi très préoccupé par la situation économique. C'est ça, désormais, la victoire pour Trump. Il n'arrive pas à faire rouvrir le détroit d'Ormuz selon ses conditions, sans péage, sans frais ou quoi que ce soit. Alors maintenant, il dit que la victoire, c'est l'économie iranienne. C'est notre gain. Et oui, il veut sortir de ça, mais il ne veut pas y mettre fin. Il veut sortir de ça. Oui, il ne peut pas conclure d'accord avec les Iraniens. Je pense que c'est désormais absolument clair. Parce que tout accord qu'il conclurait en ce moment, alors que les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz, qu'ils sont dans l'état d'esprit où ils sont, et qu'ils sont très, très en colère à cause de ce qui s'est passé avec le protocole d'accord, tout accord serait désormais si manifestement aux conditions de l'Iran que même lui ne pourrait pas le présenter comme une victoire. Cela ressemblerait plutôt à une défaite. Il n'est donc pas prêt à faire ça. Il est prêt à faire exactement ce qu'il a dit, parce qu'il croit deux choses. Tout d'abord, je pense qu'il a été convaincu, ou qu'il en est venu à considérer, que les États-Unis peuvent absorber les problèmes sur les marchés pétroliers, que la situation des réserves américaines de pétrole n'est pas aussi critique que beaucoup le disent, que les cavernes ne sont pas si fragiles et que les États-Unis peuvent continuer à puiser davantage de pétrole dans leurs réserves qu'on ne le supposait, que les États-Unis peuvent encore trouver du pétrole lourd, du brut lourd et diverses autres sources. Que oui, les prix de l'essence, du diesel et du carburant aérien vont augmenter aux États-Unis, mais pas au point de trop faire pencher la balance politique contre les républicains, que ce soit aux élections de mi-mandat ou plus tard. Parallèlement, il estime aussi que la situation économique et intérieure en Iran est si mauvaise que finalement, les États-Unis peuvent attendre que les Iraniens cèdent. Selon lui, ce sont les Iraniens qui subissent une pression économique plus forte et plus profonde que les Américains. Les Américains peuvent encaisser le choc économique, mais les Iraniens, à long terme, ne le peuvent pas. Je pense donc que c'est désormais le calcul dominant aux États-Unis. Cela dit, il peut y avoir des problèmes avec ce raisonnement. Il se peut que la situation des réserves de pétrole ne soit pas aussi bonne ni aussi solide que Donald Trump et les responsables qui l'entourent le pensent. Et il se peut que l'économie iranienne soit plus stable qu'ils ne le réalisent. L'inflation en Iran est très très élevée. Mais l'Iran vit avec une forte inflation depuis de nombreuses années, et le pays a constaté qu'il pouvait vivre avec. Les pays peuvent parfois vivre longtemps avec une inflation élevée. Cela étant dit, il ne faut pas supposer que les calculs que fait actuellement l'administration sont entièrement erronés ou qu'ils sont totalement dénués de fondement. Je lisais ce matin un autre article de Bloomberg qui disait que la situation des réserves de pétrole n'est pas aussi mauvaise, aussi dangereuse ou aussi difficile que certaines personnes le pensent.
La situation des réserves de pétrole est meilleure qu'on ne l'imagine généralement. Cet article a fait l'hypothèse assez téméraire que la Chine finira un jour par libérer du pétrole issu de ses énormes réserves. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui écrit pour Bloomberg partirait de cette idée. Mais enfin, il se peut que les Américains aient ici davantage de marge de manœuvre, plus qu'on ne l'imagine. Donc, je pense que c'est par défaut le plan à long terme de l'administration Trump. Attendre que les Iraniens s'épuisent et en même temps se reconstruire militairement, puis revenir frapper l'Iran à un moment donné dans l'avenir. Vous l'avez très bien décrit dans de précédentes émissions. Le scénario Assad. Mettre l'Iran sous siège à long terme. Épuiser ses ressources, sa vitalité, sa confiance en lui. Et quand vous frappez, et que vous frappez fort, l'Iran est vraiment devenu si fragile qu'il finit par s'effondrer comme un château de cartes. Voilà, c'est une stratégie de long terme. Nous pourrons discuter, dans de nombreuses émissions à venir, de la question de savoir si elle peut réussir. Je pense que si les Iraniens prennent des décisions sages et intelligentes, elle ne réussira pas. Mais concentrons-nous sur autre chose dans cette émission. Même si cette stratégie n'est pas totalement dénuée de logique du point de vue américain, c'est un désastre pour certains alliés des États-Unis. Tout d'abord, les États du Golfe Persique restent aujourd'hui extrêmement vulnérables. Et avant tout, l'Arabie saoudite. Ils sont vulnérables aux attaques des Iraniens. Ils sont vulnérables aux attaques des Houthis. Leurs exportations de pétrole commencent maintenant à être sérieusement affectées. Ils savent que les Iraniens peuvent attaquer leurs installations pétrolières. Ils savent aussi que les Iraniens peuvent s'en prendre à leurs usines de dessalement. Les Saoudiens qui ont poussé les Américains à entrer dans cette guerre sont dans une situation désespérée. Les États du Golfe Persique sont dans une situation très difficile. Et je pense que c'est précisément de cela qu'il s'agit, avec cette étrange nouvelle, prétendue OTAN sunnite, réunissant l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Les Saoudiens ne croient plus que les Américains puissent réellement les protéger. Ils cherchent donc d'autres protecteurs. Ils se tournent vers les Pakistanais et vers les Turcs. L'Arabie saoudite avait déjà une alliance avec le Pakistan. Et nous avons vu que les Pakistanais n'ont finalement pas été capables de tenir leurs promesses. Ils n'ont pas pu arrêter les attaques iraniennes. Pourquoi les Saoudiens pensent qu'Erdogan, entre tous, pourrait venir à leur secours? Je ne sais pas. À mon sens, il y a eu beaucoup trop de commentaires qui prennent cette alliance au sérieux. Pour moi, c'est un signe du désespoir de l'Arabie saoudite, du désespoir de MBS et du sentiment qu'ont beaucoup de gens en Arabie saoudite, et MBS en particulier. Alors même que les Américains jouent ce long jeu d'attente avec les Iraniens, l'Arabie saoudite est abandonnée. Je pense que c'est un signe du désespoir des États-Unis. Absolument. Je ne pense pas qu'ils auraient conclu cette alliance sans le soutien des États-Unis, sans leur feu vert. Bien sûr que non. Et vous créez cette OTAN du Moyen-Orient comme moyen de poursuivre le siège de l'Iran sur le long terme. Oui. Et vous savez, vous commencez avec 3 pays, puis peut-être que d'autres pays rejoignent cette OTAN européenne. Mais en fin de compte, du point de vue américain, il s'agit de fermer les voies d'accès à l'Iran. Voilà, c'est dirigé contre l'Iran. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, absolument. Même si l'Arabie saoudite dit « Non, non, il ne s'agit pas de l'Iran. Ce n'est dirigé contre aucun pays en particulier. Évidemment que c'est dirigé contre l'Iran. Exactement. Évidemment, cela s'inscrit dans le siège de l'Iran à long terme. Oui, ils pensent qu'aux États-Unis, en ce moment, ils peuvent attendre que l'Iran cède.
parce qu'il croit que son économie va s'effondrer. Et une fois que l'économie commencera à se fissurer et à s'écrouler, c'est là qu'ils auront l'occasion d'obtenir enfin le changement de régime qu'ils recherchent. Oui, vous savez, Trump, en tant que président, cherche juste à vendre une victoire, à vendre un W. Exactement. Il veut simplement monter sur scène et dire « Nous avons frappé leurs installations d'enrichissement nucléaire dans la plus grande opération militaire de toute l'histoire, et leur économie a été complètement détruite. J'ai gagné. À plus tard. » Oui, La paix par la force. oui, Et toutes ces absurdités. Je pense que c'est ce que recherche Trump, l'homme, le président, son administration, son équipe de relations publiques. exactement. C'est exactement ce qu'il essaie de déterminer. Mais comme je l'ai dit, le fait que les Saoudiens nouent ces alliances publiques avec le Pakistan et la Turquie, montre évidemment qu'ils ont reçu le feu vert pour le faire. Évidemment, les Américains ont leur propre stratégie, mais cela montre quand même que l'Arabie saoudite comprend qu'elle ne peut plus simplement compter sur les Américains, comme elle l'a fait de façon constante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. The waiting out Iran thinking strategy makes sense from the standpoint of if you put yourself in the deep state's shoes. Si vous vous mettez à la place de l'État profond, ils ont trouvé, je ne dis pas que ça va marcher avec le temps, un moyen de manipuler le prix du pétrole et de le maintenir au moins autour de 100, sans trop dépasser ce niveau de 100. Et maintenant, c'est redescendu à, je crois, 75 ou 80. Donc, ils ont été efficaces, Besson, et quels que soient les outils et les mécanismes dont ils disposent. Oui. Ils ont maintenu le prix du pétrole relativement bas, compte tenu de ce qui se passe. Le détroit d'Ormuz est fermé, le détroit d'Al-Mandab est fermé. Enfin, c'est incroyable qu'ils aient réussi à le maintenir autour de 100 et en dessous de 100. Et quant aux souffrances que les États-Unis pourraient traverser si les choses ne s'arrangent pas avec l'Iran, eh bien les vassaux absorberont cette douleur. Je parle du Moyen-Orient et des Européens pour les États-Unis. Ou du moins, ils donneront aux États-Unis un délai de 6 mois avant que cette douleur économique n'atteigne les côtes américaines. Et si vous faites partie de l'État profond, si vous êtes néoconservateur, vous vous dites « c'est à ça que servent les vassaux ». Oui, l'Arabie saoudite est en train d'être détruite. Oui, ils vont souffrir. Oui, les Émirats arabes unis ont des problèmes. Oui, les Européens vont subir une terrible souffrance économique. Mais c'est pour ça que nous les avons comme vassaux. Ils sont là pour nous servir de tampon, afin que nous puissions attendre que l'Iran cède. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Les États du Golfe Persique sont dans une situation terrible. Mais au bout du compte, les États-Unis ne vont pas réajuster toute leur politique étrangère, ni leur approche vis-à-vis de l'Iran, parce que les États du Golfe Persique sont en crise. Les autres qui dérivent maintenant, enfin, qui ne dérivent pas, mais foncent, vers une crise économique majeure, ce sont, me semble-t-il, les Européens. Les Européens sont dans une très, très mauvaise situation. Ils viennent de traverser un été très chaud. Résultat, la consommation d'énergie pendant l'été a été très, très élevée. Ils ne remplissent pas leurs réserves de gaz naturel. À cette période de l'année, normalement, on s'attendrait à ce que les réserves de gaz naturel en Europe soient remplies à environ 70-75%. Apparemment, elles ne le sont qu'à 58%. Et selon Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds russe d'investissement direct, en Allemagne, elles ne sont qu'à 48%. Le GNL américain a tendance à partir vers l'Asie parce que les prix y sont meilleurs. Les Européens, comme nous le savons, ont pris une décision stratégique extraordinaire, se couper complètement du GNL russe à la fin de cette année. Ils se trouvent donc dans une très mauvaise situation
en ce qui concerne le gaz naturel, qui est évidemment un élément essentiel de leur économie énergétique. Et bien sûr, l'autre région d'où ils importaient beaucoup d'énergie, c'était le Golfe. Et tout cela s'est arrêté. Les Européens font aussi face à des pénuries très graves d'essence, de diesel et de carburant aviation. Le Financial Times a publié un long article à ce sujet. Il n'y a que le Financial Times qui couvre ce genre d'histoire. Rien n'indique que les Européens prennent des mesures pour se préparer à quoi que ce soit de tout cela. En 2022, quand ils se sont coupés du gaz russe acheminé par gazoduc, ils ont tant bien que mal passé l'hiver 2022-2023. Nous l'avions souligné à l'époque. À l'avenir, cela ne serait pas forcément toujours aussi facile. On a le sentiment que chaque année où ils se sont coupés des approvisionnements en gaz russe, la situation énergétique en Europe est devenue de plus en plus difficile. Cela commence à ressembler à une situation où cet automne, l'énergie en Europe va tomber dans le précipice. Des approvisionnements insuffisants en gaz naturel, des approvisionnements insuffisants en essence et en diesel. Cela signifiera probablement des prix très très élevés. Déjà, les coûts de l'énergie en Europe sont les plus élevés au monde. L'industrie européenne va devenir encore moins compétitive. Les processus de désindustrialisation déjà très rapides vont s'accélérer davantage encore. Quelle autre option les Européens ont-ils? Eh bien, ils pourraient faire deux choses. Ils pourraient aller voir Donald Trump et lui dire « Ça dure depuis assez longtemps. Nous exigeons maintenant que vous concluiez un accord avec l'Iran et que vous rouvriez le détroit d'Ormuz. » Ils ne le feront pas. Mais autrefois, les dirigeants européens l'auraient fait. C'est ce que Margaret Thatcher aurait fait. C'est ce que Helmut Schmidt aurait fait. C'est ce que Jacques Chirac aurait fait. Mais bien sûr, cette bande-là ne le fera jamais. L'autre chose qu'ils pourraient faire, c'est se dire, cette idée de nous couper de notre principal fournisseur d'énergie, la Russie, qui est à notre porte, a été un désastre total. Et ils pourraient envoyer des gens à Moscou et dire à Poutine, « Écoutez, nous comprenons que cela a été un désastre complet. Voyons si nous pouvons maintenant conclure une sorte d'accord sur l'Ukraine. Nous comprenons que vous allez obtenir le Donbass, vous allez obtenir Zaporizhia, vous allez obtenir Kherson. Nous l'acceptons. L'Ukraine ne peut pas rejoindre l'Union européenne. Nous acceptons que l'Ukraine ne puisse pas rejoindre l'OTAN. Peut-être que vous aurez une sorte de position à Odessa. Et bien sûr, le gouvernement à Kiev pourrait changer. Mais au moins, nous remettrons le gaz en circulation et nous protégerons les consommateurs européens. » Encore une fois, Schmidt. Donc Brandt, De Gaulle, Thatcher. C'est ce qu'ils auraient tous fait, parce qu'ils auraient donné la priorité aux besoins de leur propre peuple et à la paix en Europe. Mais bien sûr, cette bande-là ne va pas faire ça non plus. Alors ils ne vont absolument rien faire, ce qu'ils font en ce moment même. Ils vont donner encore plus de drones à Zelensky. Ils vont donner encore plus d'argent à Zelensky. Ils vont nous raconter encore plus d'histoires sur l'ours russe qui rôde et qui va très bientôt s'en prendre à nous. Ils vont exiger que nous dépensions davantage de l'argent de nos impôts en armes, qui ne permettront rien d'accomplir. Et ils ne feront absolument rien pour préparer l'Europe à la crise énergétique qui arrive. Voilà donc, j'en ai bien peur, la réalité de l'Europe aujourd'hui. Ils ne se préoccupent pas des intérêts de leur pays, ni de ceux de leurs citoyens, ni des prix et de l'inflation. Ils sont au pouvoir pour servir l'Europe. L'Empire. Comme vous l'avez dit l'autre jour pendant notre direct, ce sont des vassaux et ils en sont fiers. Fiers de ça, oui, exactement. C'est ça la situation. Donc ils vont isoler, protéger
et servir de zone tampon pour l'Empire. Et ils vont encaisser le choc énergétique qui arrive. Cela donnera aux États-Unis un certain délai pour essayer d'attendre que l'Iran cède ou pour tenter de vaincre la Russie. Exactement. Vous avez une guerre sur 2 fronts en cours. Exactly. You have a two-front war going on. So, Exactly. yeah, that's what they're there for. That's what Exactement, they're oui. there for. And that's what C'est they pour ça do qu'ils sont là. ultimately. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est ce qu'ils font avec plaisir. In spite Malgré of tout, everything, leur zèle à interrompre les flux d'énergie de la Russie vers l'Europe ne faiblit pas. C'est incroyable, mais c'est ainsi. C'est un fait. Cela confirme notre analyse. Absolument. Cela confirme notre analyse. Confirms our analysis. Absolutely confirms our analysis. Right. Anyway, Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. Absolument. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique de The Duran, prenez quelques produits dérivés. Nous sommes aussi sur Substack. Et il y a également des soldes d'été sur la boutique de The Duran. On the Duran shop as well. Alors, allez voir ça. Prenez soin de vous.